Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir avec le comité de pilotage du club DRH, en l'occurrence avec Anne Dumanoir, Nicolas Genepin et Marie qui est présente avec nous aussi en distanciel et qui va nous donner un petit bonjour. Voilà, On n'a pas pu être avec nous sur le plateau. Voilà, je n'ai pas pu être présente à côté de toi, Christian, mais le cœur y est. Puis il y a Anne, voilà, du comité de... Bonjour. Bonjour à tous. Super. Ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Arbulot qui va nous aider à comprendre un sujet qui n'est pas forcément exploré par les DRH, puisqu'il s'agit de la guerre économique. Et vous le savez tous, les entreprises sont au cœur de cette guerre économique. Alors, on s'est dit avec Christian que les DRH devaient certainement avoir un rôle à jouer. C'est ce que nous allons voir ce soir ensemble. Alors, je vous présente en quelques mots Christian. Christian, donc, qui est le directeur de l'école de guerre économique. Donc, vous voyez déjà, c'est un expert international en intelligence économique. Christian a initié des travaux de recherche sur les problématiques d'affrontement économique et sur les stratégies de puissance depuis le milieu des années 80. Donc, il y a un bon recul sur ces problématiques. En 1994, il a été co-auteur du rapport Martre créant le concept d'intelligence économique. Et il a fondé en 1997 l'école de guerre économique dont il est toujours aujourd'hui le dirigeant. Et en 2018, Christian a également créé l'école de pensée sur la guerre économique. Voilà, donc par ailleurs, il a rédigé une quinzaine d'ouvrages, dont le manuel d'intelligence économique en 2012 et plus récemment l'art de la guerre économique en 2018. Oui, donc on est là au cœur de notre problématique et la première question que je poserai à Christian, c'est pourquoi avoir créé cette école de guerre économique? Qu'est-ce que recouvrent ces concepts? Alors, on l'a créé effectivement, c'est près d'un quart de siècle, donc on commence déjà à avoir un certain recul. Et on l'a créé à l'époque parce qu'on sentait qu'il y avait justement un problème en France dans l'appréhension des rapports de force et du rôle de l'information dans ces rapports de force. Et dans l'enseignement universitaire classique ou dans les écoles de commerce ou dans les grandes écoles, il y avait une sorte de réticence à aller dans cette direction et à former des cadres supérieurs, des futurs cadres supérieurs sur ces questions. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé cette école. Alors, on l'a créé sur quelle base, en fait? On l'a créé sur une base qui était à la fois militaire. Alors, pourquoi militaire? Parce que je m'étais rendu compte dans une ancienne vie professionnelle au sein du groupe Défense Conseil International, qui est toujours d'ailleurs un groupe parapublic en aval des marchés d'armement, qui forme donc des personnels étrangers sur les armements français vendus à des pays extérieurs, que la question du militaire dans son progrès dans la gestion de l'information était devenue très très importante. On peut dire depuis la guerre du Golfe jusqu'à aujourd'hui, l'armée, et l'armée française en particulier, a énormément progressé à la fois dans l'usage de l'information, le process de décision, j'ai presque envie de dire, on en reparlera peut-être un peu, du management de l'information, c'est-à-dire comment une autorité est conseillée sur les choix qu'elle doit faire, comment elle décline les tâches qui doivent être accomplies par rapport aux choix, etc. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2021, le monde militaire, on ne le sait pas beaucoup, forcément, est en avance sur le monde de l'entreprise. Parce que est venu se greffer les technologies de l'information, des systèmes plus ou moins élaborés, mais même très élaborés. Et on peut dire que l'armée, dans la pédagogie qu'elle dégage aujourd'hui auprès de ces systèmes de décision, a fait beaucoup de progrès. Donc moi, j'étais dans un univers militaire avec des généraux qui avaient occupé des fonctions principalement dans le monde du renseignement. Et en fait, c'est grâce à cet univers-là, au lien avec ces généraux, le général Mermet, le général Gagnon de Marolles, le général Pichot-Duclos et d'autres, qu'on a conçu finalement cette matrice
qui aujourd'hui, on peut dire, fait autorité à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international. C'est quoi le point fort de l'EGE en 2 mots pour cerner un peu le problème? D'une part, c'est d'être capable de croiser les problèmes de développement et de confrontation, en fait. Ce management de l'information dont je parlais, c'est la capacité de gérer tout ce qui arrive en termes d'information, de connaissances diverses et variées, pour permettre à un décideur d'y voir clair face à ses concurrents, mais au-delà même de ses concurrents. On est dans un monde aujourd'hui, vous le savez, très complexe. On n'est plus tout à fait dans le monde rêvé d'une mondialisation heureuse. On est dans un monde compartimenté qui est à la fois effectivement très worldwide sur plein de produits, sur plein d'interpénétrations, de croisements, de marchés divers et variés. Et aussi, on est dans ce que j'appelle de la compartimentation. Il est clair que l'approche de la Chine aujourd'hui, suite au mandat de Donald Trump, mais même dans les prises de position actuelles de Joe Biden, nouveau président des États-Unis, on voit bien que rien n'est simple. On voit bien qu'il y a des divisions qui apparaissent. Le monde rêvé par la France, recomposition de l'Organisation mondiale du commerce, nouvelle philosophie des échanges, tout ça n'est pas si évident. On est loin du compte. On voit apparaître d'autres divisions. On voit très bien que des pays comme la Russie, l'Iran, la Turquie ne sont pas enfermés que dans un cadre géopolitique. J'ai fait travailler mes étudiants à la fin du trimestre dernier sur les nouveaux géants du numérique, par exemple, et on se rend bien compte que, en dehors de ce qui existe aux États-Unis ou en Chine, on voit apparaître dans d'autres pays, en Inde, mais aussi en Russie, des entités qui ne sont pas que sur des logiques de marché, fonctionnent effectivement à la fois sur des logiques de marché, mais pas seulement. Donc, comment préparer le monde de l'entreprise à ces réalités-là? Et c'est là où, effectivement, la question des DRH est pour moi une question essentielle. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la relation à l'information, c'est pas quelque chose d'aussi naturel qu'on le croit. Et moi, je suis confronté aujourd'hui à des populations étudiantes en bac plus 4, 5, 6, mais aussi, et pour moitié de mes étudiants, on est à peu près 350 étudiants chaque année à l'EGE comme présentiel, donc des professionnels. Je vois bien que l'approche de l'information n'est pas naturel. Il faut leur apprendre beaucoup de choses pour les professionnaliser dans l'usage de l'information. Je m'en rends compte d'autant plus que les jeunes sont aujourd'hui devant les situations suivantes. Difficulté de lecture, difficulté de choix par rapport à l'offre de plus en plus forte. Internet jouant un rôle non négligeable, comme vous le savez. Et en fait, le différentiel, selon moi, par rapport à des futurs recruteurs, c'est la capacité de ces étudiants, mais aussi la capacité de ces professionnels à être de plus en plus efficaces dans la recherche, ce qu'on appelle dans notre langage le SINT, recherche humaine d'information, sur tout support, mais aussi, bien entendu, dans l'utilisation. Donc, obligatoirement, la phase analyse est prépondérante. Et là, moi, qu'est-ce que j'ai constaté avec le recul? C'est que, contrairement aux apparences, les entreprises qui sont, en principe, très concernées par l'informatique, très concernées par la data, très concernées par tous les modes opératoires qui découlent de ça, sont pas si en avance que ça. On est encore, en France, malheureusement, un peu paralysé par plusieurs constantes. L'information, c'est le pouvoir, les territoires informationnels, l'individualisme. Et alors qu'en fait, on se rend compte que être bon aujourd'hui pour développer une entreprise, c'est être capable de travailler en logique de groupe, être capable de bien cerner les besoins, être capable de décider en ayant accès au maximum d'informations utiles. Et tout ça ne se décline pas
aussi naturellement. D'où l'importance des DRH. C'est-à-dire que pour moi, les DRH, ce ne sont pas simplement des facilitateurs dans la gestion des ressources humaines d'une entreprise, mais ça devrait être peut-être des personnages qui jouent un rôle d'incitation. Alors, incitation par rapport à des programmes de formation, nous, on a beaucoup de difficultés encore à capter l'attention des DRH sur des formations qui nous semblent absolument essentielles. Je parlais de l'ESIN tout à l'heure. Je peux en parler parce qu'on est en partenariat avec la direction du renseignement militaire et qu'on a organisé récemment pour cette DRM un exercice OSINT pour les services. Et on s'est rendu compte que il y avait justement une véritable capacité professionnelle dans le secteur privé. Là, je parle des cabinets de conseil spécialisés en intelligence économique, donc en management utile de l'information, pour faire simple. Et j'ai été étonné justement que cette capacité-là, cette expertise, finalement, il serait bon que les entreprises en bénéficient, pas simplement un micro-milieu très particulier qui est celui du monde du renseignement. Il y a aujourd'hui des capacités de transfert très importantes et si les directrices ou directeurs de ressources humaines ne connaissent pas l'offre, et là je parle de l'offre de formation, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il faut créer des passerelles. Il n'y a pas tellement d'offres de formation sur le marché, ça j'en conviens, donc il faut le détecter. Et je me rends compte, si vous voulez, que lorsqu'on passe à la réalisation pratique, c'est-à-dire à l'usage que va en faire l'entreprise, en fait, il y a énormément de solutions qui apparaissent et de solutions qui vont rendre service à l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'au niveau des comités exécutifs, il est rare qu'on regarde vers la DRH ou le DRH pour se dire « mais comment je vais performer davantage au niveau de mes équipes, en quoi la formation va être utile, mais pas seulement, quels sont les modes opératoires qui me semblent très, efficaces, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et là, je crois que le réseau des RH, le rôle d'Agora, que vous pouvez jouer notamment, il est important parce que pour l'instant, il faut que les partenaires potentiels se connaissent mieux, en fait. Donc, il y a un vrai pas à franchir dans la connaissance des uns et des autres, sachant que moi, j'avais anticipé ce phénomène-là depuis un certain nombre d'années. Je me souviens, dans les années 2000, les cabinets de chasseurs de tête étaient en train de se remettre un peu en question sur leur technique pour aller chercher des candidats. Et on voyait très bien à l'époque que les carnets d'adresses, les techniques classiques ne suffisaient pas. Il allait falloir croiser ça avec justement d'autres formes d'identification de prospects humains, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est vrai pour les cabinets de chasseurs de tête, ça devient de plus en plus vrai pour les DRH. C'est-à-dire que moi, je vois bien aujourd'hui on parle de guerre économique, sur les affrontements informationnels, qui est un des aspects de la guerre économique. 85% en gros de la masse des affrontements informationnels sortent des problématiques qui touchent directement les directeurs sûreté, etc. On est de plus en plus sur un élargissement du champ qui touche le marketing, qui touche la recherche développement, qui touche les achats, etc. Et si justement il n'y a pas de prise en compte de cet élargissement du champ, les entreprises passent à côté de beaucoup de problèmes. Si je prends un exemple, on voit en Allemagne, on a beaucoup de relations économiques avec l'Allemagne, comme vous le savez, beaucoup d'entreprises sont particulièrement douées dans des entreprises déjà très bien postées au niveau mondial pour masquer toute une partie de leur logique d'appui dans le domaine de la finance, dans le domaine des paradis fiscaux, dans le domaine du commissionnement, etc. Et ça les rend très performantes parce que, il faut dire ce qui est, elles savent très bien dissimuler beaucoup de choses. Alors en disant ça, je sais que j'entre sur un terrain qui est compliqué,
c'est pas pour amener les Français à faire la même opération, bien sûr, mais c'est pour partir de la réalité. C'est-à-dire que quand nos concurrents sont dans des postures très habiles, ce qui crée de la distorsion de concurrence, plus habiles que nous, si nous voulons être plus royalistes que le roi dans le respect des règles, c'est très bien, j'applaudis des deux mains, à une seule condition, c'est qu'on puisse continuer à gagner les marchés. Et si on n'est pas conscient de ces distorsions de concurrence, si on ne sait pas y faire face, on perd ces marchés. Donc cette espèce de pédagogie, où l'amener à l'intérieur de l'entreprise, qui doit permettre, au moins dans un premier temps, l'amélioration de la formation des cadres. Et là, je le répète, il va falloir que les gens se connaissent mieux. Nous, on n'apprend pas à devenir des bandits, à contourner les règles de concurrence, etc., ou la loi. C'est pas du tout ça le problème. On apprend à optimiser l'accès à l'information pour être très lucide, très réactif, et si possible, j'insiste, si on est sur un appel d'offres complexe, voir tous les effets de l'appel d'offres. En ce moment, on est sur un dossier industrie de défense, mais vous connaissez les difficultés que Naval Group rencontre en Australie pour maintenir un appel d'offres réussi sur plus de 10 sous-marins, un très gros marché. Et bien entendu, les concurrents sont à la manœuvre pour, avec des intermédiaires dans la scène australienne, au niveau politique notamment, faire capoter ce marché. Si l'entreprise Naval Group n'est pas, avec d'autres, en alerte rouge pour identifier ses manœuvres et les contrer, elle va le perdre, cet appel d'offres, qu'elle a déjà gagné. Et des cas comme ça, on pourrait en décliner dans beaucoup de domaines. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur des questions sur le terrain agricole ou sur des questions sur le terrain énergétique. Et on voit très bien que les jeux informationnels qui aboutissent d'une certaine manière à la distorsion de concurrence et qui apparaissent plutôt, par exemple, par le biais de la société civile, si on n'a pas formé des personnes à l'intérieur de l'entreprise pour les identifier, pour faire en sorte que les équipes qui ne sont pas simplement dans le cœur de métier, mais qui sont dans l'accompagnement des projets, puissent aider le décideur à faire face à ces problèmes-là, le résultat, c'est que souvent, on est perdant. Et on perd des marchés. Donc, si vous voulez, pour moi, la pédagogie autour de l'expression guerre économique, elle se traduit avant tout dans le domaine de la formation par des relais qui passent obligatoirement par les DRH, c'est-à-dire le système de formation, comment on le fait connaître, comment on oriente des personnes à l'intérieur de son entreprise pour qu'elles se spécialisent davantage, pour qu'elles soient plus performantes dans leur travail quotidien, mais aussi dans le travail d'équipe. Ça, c'est l'angle de formation. Et il y a l'autre angle qui incombe aussi quelque part à l'univers des RH, c'est-à-dire c'est quoi le monde du conseil qui peut venir en appui à cette réalité-là. Et contrairement aux apparences, ce monde du conseil, il n'est pas si bien connu que ça. Il y a bien entendu des responsables très spécialisés dans le monde de l'entreprise qui le connaissent. Je parlais tout à l'heure des directeurs sûreté, mais ce n'est pas si évident. Et aujourd'hui, il y a un véritable défi pour s'accaparer, pas simplement l'information et la connaissance, mais les logiques de réponse, les logiques d'appui. Et je sais que ce n'est pas si simple. Et nous sommes donc devant un vrai défi qui est se connaître. C'est vraiment le défi, pour moi, prioritaire à relever. Alors, j'imagine, là, ce soir, donc, il y a plusieurs DRH qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils pourraient dire demain dans leur comité de direction pour sensibiliser, faire prendre conscience des problématiques liées à la guerre économique? Parce qu'on le comprend quand on parle de l'industrie de l'armement, tout de suite ça fait tilt, vous dire il faut se protéger, mais vous avez évoqué d'autres secteurs où on peut être aussi victime de cette guerre économique. C'est la transmission de savoir, d'informations clés qui nous empêche d'avoir les marchés. Mais aujourd'hui, si je suis dans une entreprise où je n'ai rien de mis en place, comment je peux démarrer, vous voyez, quelque chose qui va me permettre à l'entreprise de se protéger? Vers qui on se tourne?
comment on met ça en œuvre? Voilà, c'est un peu la question que vont se poser, je pense, mes camarades DRH ce soir. D'abord, on s'informe. Hein. Je prends un exemple. La Fédération française du bâtiment a une revue qui s'appelle Constructif, qu'elle diffuse sur beaucoup d'autres secteurs de l'entreprise. Là, elle va sortir le 8 mars, je crois, un numéro sur les questions de guerre économique. C'est un numéro intéressant. Il y a un article d'ailleurs sur l'école de guerre économique, mais c'est pas pour ça que je le signale. Je le signale parce que c'est la première fois qu'une branche interprofessionnelle traite de l'aspect guerre économique sous différents angles. Il y a les questions européennes, il y a les problèmes de propriété intellectuelle, enfin il y a toute une déclinaison. Et je pense que c'est un bon outil de vulgarisation pour que des DRH se disent, mais si je veux un peu rentrer dans ce monde-là, je vais d'abord lire ce que le monde de l'entreprise écrit sur ça. Or, le fait que la Fédération française du bâtiment ait fait cet effort par sa revue, qui diffuse très très largement au-delà du secteur du bâtiment, c'est un bon outil parce que c'est très facile gratuitement de l'acquérir et c'est une première étape. La deuxième étape, en fait, je vais vous dire, ça dépend vraiment de la personne qui dirige l'entreprise. C'est-à-dire que si cette personne est encore enfermée dans un modèle de gouvernance très classique et très français, c'est-à-dire avec un conseiller qui va bien pour gérer des problèmes particuliers, et le reste, on considère que l'information, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, que tout le monde s'approprie de manière plus ou moins naturelle, par tous les supports possibles, imaginables, le smartphone, l'ordinateur, etc. Là, je pense qu'on est mal parti parce que, justement, si on compare avec les pays qui aujourd'hui sont très compétitifs, je parle de pays, c'est des pays qui travaillent à court, moyen, long terme, c'est des pays qui travaillent sur des logiques à la fois de marché, mais aussi des logiques de puissance, et il n'y a pas que la Chine qui est dans ce cas-là, et on voit bien qu'au niveau français, il y a un pas à franchir. Et ce pas à franchir, c'est être capable de travailler à différents niveaux. Si on reste sur les formules classiques, le cœur de métier, les logiques très managériales antérieures, c'est-à-dire le sacro-saint poste de décision qui est celui du dirigeant et finalement autour, on attend que cette personne donne les consignes au sein d'un comité exécutif, je dirais qu'on est dans une version assez dépassée du management. Même si cette version dépassée du management continue, bien entendu, à faire ses preuves, je ne la remets pas en question, mais on voit que l'élan aujourd'hui, il est donné par d'autres systèmes. Et les technologies de l'information poussent systématiquement à la mutation, à condition qu'on les applique, ces mutations. Et pour appliquer ces mutations, là, je vous assure, si on ne forme pas des gens pour être capable de rentrer dans un usage utile, opérationnel de l'information, eh bien, c'est chacun pour soi, en fait. Et ce chacun pour soi, cet individualisme du chacun pour soi, à terme, il n'est pas gagné. Ça, je peux vous assurer que quand on compare les situations, la montée de l'industrie informatique en Inde, c'est d'abord une décision politique, ensuite, c'est la formation d'individus, ensuite, c'est une décision managériale, c'est la création d'entreprises, mais c'est cet ensemble-là qui fait que pour l'Inde, ça a été gagnant. C'est pas simplement quelqu'un dans un garage qui monte une entreprise, quelques étudiants brillants qui vont se former aux États-Unis. Non, c'est une réappropriation au niveau de l'Inde sur son périmètre national. C'est un système qui est mis en place et on peut dire que pour l'Inde, ça a été quand même un très bon résultat. Quels sont les pays donc qui sont plus performants dans ce domaine? Donc vous avez évoqué la Chine, enfin performants, qui sont plus aguerris en tout cas. Vous avez évoqué la Chine, sans doute les États-Unis. Il y a deux catégories de pays. Ouais. Il y a des pays où l'aspect national joue un rôle très fort. C'est pour ça que j'ai cité la Chine, mais il y a aussi un aspect national dans un pays comme l'Inde, mais aussi dans la Corée du Sud. Donc, le mélange entre le politique, le national et le monde de l'entreprise en tant que tel et le marché. Ça, c'est la première catégorie. Et c'est vrai que les pays d'Asie nous donnent depuis un certain nombre d'années cet exemple-là.
parce qu'on a eu d'abord le Japon, puis la Corée du Sud, puis la Chine. Donc ce n'est pas simplement un système idéologique du genre Parti communiste chinois qui a créé ce modèle-là en Chine. Puis il y a une autre catégorie de pays qu'on connaît bien, qui est celle du monde anglo-saxon, où dans le monde anglo-saxon, les dirigeants n'appliquent plus la règle l'information c'est le pouvoir, sont dans des logiques plus collégiales de management, où les technologies de l'information passent beaucoup mieux, où il y a un système de formation adapté et bien entendu l'efficacité qui en découle. Donc j'ai pour moi, si vous voulez, ces deux modèles-là, qui sont pour moi vraiment deux modèles de référence. Nous, École de guerre économique, on puise bien entendu nos savoir-faire et nos représentations à travers ces deux modèles. C'est les enseignements qu'on en tire. Alors, ce que je voulais dire par rapport à justement à ces constats que vous avez faits, comment la France ou comment nous dans nos entreprises, oui, on peut être plus aguerris, parce que là on voit qu'il y a quand même une dimension qui dépasse l'entreprise, hein, c'est au niveau du pays, au niveau de la formation, mais est-ce que les outils digitaux, est-ce que les systèmes d'information nous ont protégés, au contraire, nous ont affaiblis dans cette guerre économique? Parce qu'au début, on aurait pu penser que c'était le problème du RSSI, hein, du SI, et les RH n'ont rien à voir là-dedans. Donc, Alors justement, nous, on est un peu victime de ce que j'appelle des effets mode. Vous avez tout à fait raison de pointer du doigt le monde du cyber, par exemple. Le monde du cyber, ça a été pendant très longtemps l'univers du contenant, l'univers des ingénieurs informatiques. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le contenu dans l'univers cyber a au moins autant d'importance. Seulement, le problème, c'est qui l'enseigne ça? Qui apprend les techniques pour qu'on croise le contenant et le contenu? Nous, à notre modeste niveau, on est une petite entité de 350 étudiants, donc on est modeste, mais on est assez innovant. Dans le sens où les expériences, par exemple, qu'on mène avec l'EPITA ou l'EPITech, pour croiser le contenant et le contenu, le but, c'est de faire en sorte que l'entreprise qui va capter ces expériences soit plus performante, bien entendu. Donc, aujourd'hui, on a un effet mode qui est pénalisant. C'est-à-dire que l'entreprise, au lieu de se remettre un peu en question, voit apparaître comme ça de nouvelles approches. Je parle d'effet mode dans le sens où on va recruter un ingénieur de l'EPITA et comme ça, on a coché une case en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on sait que les pays les plus performants aujourd'hui, je vais en citer un sur lequel nous, on réfléchit beaucoup, qui est Israël, qui est un petit pays. C'est pas tout à fait un hasard si ce pays-là est en pointe sur les startups, est en pointe sur les technologies de l'information, est en pointe sur la création d'un véritable marché lié à ces technologies. C'est parce que justement, ce pays a révolutionné ses modes de management, et notamment dans le domaine de l'information. Et la révolution, elle se situe où? Elle se situe dans l'interaction, elle se situe dans la connaissance des niches, dans le lien qu'on va opérer entre ces différentes niches qui amènent de la valeur ajoutée. Et le business model de la Startup Nation, comme souhaiterait que monsieur Macron souhaiterait que la France devienne, il est en Israël, il n'est pas en France. On a effectivement des startups en France, mais on n'a pas su créer un modèle comme en Israël. Ok. Merci Christian pour cette première présentation.